Alors, qui est l'invité ce matin de Thé au Café? Vous allez vous présenter. Quelle est votre profession, s'il vous plaît? Artiste, en somme. Votre situation familiale? Célibataire avec 3 enfants. Est-ce que vous avez une obsession dans la vie? Travailler. Et une devise? Encore. Votre prénom et votre nom? Frédéric Mitterrand. Merci Frédéric Mitterrand de venir me rejoindre, un homme de culture, c'est successivement animateur de télévision, écrivain, producteur, réalisateur, ancien ministre de la Culture et il publie Mes regrets sont des remords chez Robert Laffont. Bonjour. Bonjour Catherine. Est-ce que vous êtes d'humeur aujourd'hui badine ou grave? Je suis en général d'humeur badine. Alors en face de vous, je le serai encore un peu plus, j'espère. Chouette. On va passer une heure sympa alors. J'espère. Bon, J'espère qu'elle le sera pour vous, pour les spectateurs. Parce que certains disent « Oh, Frédéric Mitterrand, il est austère, il peut être grave. » Non, je peux être grave quand j'écris, par exemple, ou quand je fais... Je suis grave quand je fais mon travail. Quand je fais des choses qui accompagnent le travail et qui me permettent de rencontrer des gens différents de moi, en général, je suis assez badin. C'est vrai que vous connaissez le mot plaisir, tout de même. Hein? Oui, le plaisir, oui. Alors, moi, j'ai découvert dans ce livre, en fait, que vous n'étiez pas sado, mais que vous étiez plutôt maso. Oui, enfin, c'est ce qu'on dit. Oui. Mais bon, je ne suis pas vraiment maso non plus. Simplement, j'essaye d'être lucide. Alors, lucide quant à mes propres défauts. Si c'est du masochisme, bon, ben, soit, je suis maso. On y reviendra bien sûr tout au long de cette émission. On revient un tout petit peu en arrière, on aime ça. Est-ce que vous regrettez, vous, les dimanches de votre enfance? Pas vraiment, parce que je l'ai passé souvent avec ma mère, avec... Oh, ça c'est mignon, ça. Vos garçons, Je n'ai pas l'air de regretter quoi que ce soit, là. Un petit ange? Oui, un petit ange. Ouais, vous avez bien changé, hein? Non. J'ai gardé un côté angélique, vous savez. Non, ça c'est moi, mais alors là, je suis encore un peu plus jeune. Ouais. Avec mes 2 frères et ma mère, qui était jolie, non? Oui. À quoi ils ressemblaient ces dimanches? C'était joyeux ou pas? Patinoire le matin. Hein, systématiquement? Ah oui, très vite, très vite. J'adorais ça. Et puis la messe aussi, bon, parce que c'était quand même une enfance très catholique. Et puis sans doute l'après-midi, le cinéma. Le cinéma au petit cinéma des Champs-Élysées qui coûtait, je me rappelle, 3,50 francs à l'époque. Vous avez grandi dans le 16e arrondissement. Quand vous fermez les yeux, quelle est la première image comme ça qui vous revient en boomerang? Ma mère marchant avenue Victor Hugo. Et je peux vous dire que c'était une jolie image. Très jolie. Vous étiez amoureux de votre mère? Non, je n'étais pas amoureux, j'étais attaché, profondément attaché à ma mère. Et j'étais amoureux. Amoureux, c'est une chose différente. J'étais très profondément attaché à elle. Mais j'étais attaché à mes parents. Et quand je dis mes parents, c'est un peu compliqué, puisque j'étais attaché à mon père et à mes beaux-pères, puisque ma mère s'est remariée plusieurs fois. Et puis j'étais attaché énormément à mes frères aussi. Et ça, c'est un attachement qui perdure. Il y avait des interdits, des tabous chez vous? Aucun. On parlait de tout? On parlait bon, on parlait pas des choses dont on ne parle pas aux enfants. Donc en général. De sexe? Oui, non, mais d'amour, on parlait. Il n'y avait pas de préjugés. Il y avait juste un point sur lequel et ma mère et mon père, bien que séparés et en même temps se voyant beaucoup, toujours, étaient très stricts, c'était qu'il fallait travailler. Il fallait être bon en classe. Mais par exemple, votre mère, est-ce qu'elle parlait de Jeanne Deloncle? Elle parlait d'Eugène Deloncle, oui, de temps en temps. Et de temps en temps... On rappelle, qui c'est. Hein. Oui, Eugène Deloncle était un fasciste, au fond, qui était le créateur de la cagoule. D'extrême droite. Oui, fasciste, organisant des complots avant la guerre. Et alors, ma mère avait beaucoup vécu avec lui, puis c'était son oncle. Et son oncle par alliance, mais son oncle. Et elle était toujours très négative. Mais c'était un secret de famille? Non, c'était pas un secret. C'était pas un secret pour la raison très simple qu'elle portait un jugement négatif sur lui. Donc c'était pas quelque chose dont elle pouvait avoir honte puisqu'elle s'en était délivrée. Comment, Frédéric, à 12 ans, vous vous retrouvez dans un casting d'un film, d'un long métrage? Oui, j'ai lu une petite annonce et j'y suis allé. Mais on a peine à le croire. À cette période-là, seul, sans la présence de vos parents. Oui, c'est d'ailleurs pour ça que c'est gonflé. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai eu le rôle. Parce que tous les autres enfants qui étaient candidats avaient leurs parents avec eux, et moi j'étais tout seul. Donc ils ont quand même des assistants, enfin tous ces gens étaient un peu surpris. Et puis bon, je suis revenu pour les autres éliminatoires, je crois que j'en ai fait 2 ou 3. Puis à un certain moment, ils m'ont dit, il faudrait quand même qu'on contacte tes parents. Comment t'appelles-tu? Parce que je n'avais pas dit comment je m'appelais. Et j'avais dit un autre nom. Et
Et à ce moment-là, bon, le poteau rose a été découvert. J'étais très, très docile, très sage. Il n'y avait pas de problème. Et en même temps, j'avais mon petit monde à moi qui était assez éloigné, semble-t-il, de la vie familiale. Et avec quand même comme partenaire dans ce film Michel Morgan et Bourvil. C'était merveilleux. Maurice reste ici. Je vais regarder par la fenêtre, d'ici on voit rien. Le train, c'est comme si on allait en vacances. T'as été à la mer? Non. T'as jamais vu la mer? Non. Moi, je suis allée sur la côte d'Azur. C'est chouette. Et la montagne, t'as déjà été? Non. T'as jamais vu une montagne? Bah non. Moi, je suis allée sur les Alpes, à Megève. C'est chouette. Tu sais skier? Hein? Non. La neige, c'est chouette. Je parie que t'as jamais quitté la France. T'as gagné. Moi, je suis allée en Angleterre. Tu sais l'anglais? Non. Et toi, tu sais combien d'appartements en France? 90? Oui. C'est vraiment le sale gosse. Oui, j'étais un sale gosse. Oui. Je n'étais pas comme ça dans la vie. J'étais beaucoup plus poli quand même, plus attentif aux gens. Vous dites que vous n'avez pas été bon comédien, là, que vous auriez pu Je l'être. n'ai pas été un très bon comédien. Si le réalisateur avait été plus sympa avec vous, pourquoi? Ouais, il n'était pas très sympa. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais Bourvil, il vous a aidé dans cette scène? Bourvil était merveilleux. Bourvil me protégeait beaucoup, le réalisateur, qui était par ailleurs un assez bon réalisateur. Alex Joffé. Ouais, pas mauvais, mais je ne sais pas, il n'aimait pas les enfants peut-être. Et en tout cas, Bourvil était incroyablement secourable. Mais Michel Morgan aussi. Hein. J'ai eu une chance incroyable d'être auprès de ces deux monstres sacrés qui étaient des gens vraiment ayant énormément de cœur. Alors, Michel Morgan, ça s'expliquait aussi parce que c'était l'époque où elle n'avait plus son fils. Et donc, il y a eu une sorte de fixation. Et elle était Elle a fait un transfert sur vous. Petit transfert, mais elle avait je lui rappelais quelque chose en tout cas. Donc elle me traitait avec beaucoup de tendresse. Et quant à Bourvil, il me traitait comme un copain. Donc j'étais dans sa loge, on faisait des me croiser ensemble, il me racontait des histoires. Je l'adorais. C'était un homme merveilleux, merveilleux. Ça, c'est le début. La suite nous est racontée par Alexandra Garde. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Bonjour Frédéric Mitterrand. Votre vie est faite de passion, de trahison et de rebondissements. Elle est comme une super production qu'on pourrait illustrer en 5 films cultes. Fasciné par le 7e art, vous investissez tout jeune votre fortune pour restaurer les cinémas olympiques et créer un concept d'art et d'essai différent. Car déjà, Frédéric Mitterrand se distingue. C'est une réaction contre les KGB, où les gens sont entassés à 150 dans des petits coins pour voir des films sur des timbres-poste. Une première expérience cinématographique qui vous ruinera. Plus de 4 millions de dettes et c'est la pub qui vous sauvera. Reprise 5 000 et 6 000 francs minimum. Ne manquez surtout pas cet événement. Mais l'aventure cinéma, heureusement, ne s'arrête pas là. Je fais mon premier film à 34 ans, ce qui est assez tard. Et vous en réaliserez 3, dont le beau succès, Madame Butterfly. Vrai baiser de cinéma, et ça dure, et ça dure. Homme de cinéma et de télévision, vous êtes aussi un présentateur atypique, passionné par les grands de ce monde. Je ne sais pas du tout comment ça va se passer. Parfois bien et parfois moins bien. Les abonnés. Ah, Mais en une vingtaine d'émissions, vous laissez une vraie empreinte vocale et toujours cette même impertinence. Le monde du cinéma, c'est un monde difficile. Les producteurs perdent de l'argent. Et puis les stars, elles vieillissent. De la télévision à la politique, rien d'étonnant quand on s'appelle Mitterrand. Mais vous y rajoutez quelques rebondissements. Grand admirateur de votre oncle, vous soutenez pourtant publiquement Jacques Chirac en 95. Ce Mitterrand, elle est finie. C'est horrible à dire, c'est très douloureux, c'est comme ça. Et acceptez même d'être le ministre de la Culture et de la Communication de Nicolas Sarkozy en 2009. Sarkozy a bien été ministre autant que Mitterrand. Éternel voyageur, on peut vous croiser en Tunisie, en Italie, où vous dirigez la Villa Médicis pendant près d'1 an, mais aussi en Thaïlande, si l'on en croit vos révélations sexuelles en 2005 dans l'autobiographie Mauvaise vie. Alors, voyageur, écrivain, présentateur, réalisateur, ministre, votre vie ressemble-t-elle plutôt à l'homme qui en savait trop d'Alfred Hitchcock ou à l'homme qui en faisait trop? C'est drôle. L'homme qui en faisait trop. Non. Est-ce que vous pensez que vous en avez fait trop? Non, on n'en fait jamais trop. Est-ce qu'il n'y a pas eu une caricature aussi, Frédéric Mitterrand? Il y a une caricature qui s'est installée. Hein. Alors, le bouffon, rentemplant, celui qui ne sait pas quoi choisir. Mais vous en avez joué aussi. Oui, j'en ai joué parce que je pense qu'il ne faut pas... c'est pas gênant. Enfin voilà, il n'y a aucun problème. Comme vous avez eu plusieurs vies, quelle est la période que vous aimeriez revivre? La période que j'aimerais revivre, peut-être la Villa Médicis. Ah oui?
Oui, parce que Pourtant, c'était ça n'a pas vraiment duré intéressant. longtemps. Hein. Ça a duré un an, Non. oui. Et je m'entendais merveilleusement bien avec les gens qui travaillaient à la villa. J'avais beaucoup d'admiration pour eux, pour leur dévouement. Et donc, c'était comme une famille qui s'est créée. Ça, c'était une période très belle. Alors, vous parlez de famille. Est-ce qu'il y a une famille à la télévision? Une famille à la télévision. L'esprit de famille, c'est bien connu. En tout cas, j'en suis orphelin pour l'instant. C'est le moins qu'on puisse dire. Et ça depuis assez longtemps, parce qu'il y a eu quand même aussi un moment provoque quand vous recevez évidemment le 7 d'or. C'était en décembre 90. Oui. Je prends ce 7 d'or et puis je le mets là où se trouve le service public, c'est-à-dire par terre. Oui, bon. C'est une provoque, ça. Bah, c'est pas une provoque, c'est une réaction assez humaine, puisque j'avais 3 émissions qui venaient de sauter à la semaine. Donc il n'y avait plus rien. Et puis on m'avait dit, bon, mais on va vous trouver quelque chose d'autre, vous inquiétez pas. Mais ça, on le dit à tout le monde. Oui, enfin bref, j'étais naïf. Bon, bah, Oui. voilà, c'est Mais passé. d'ailleurs, vous dites que vous l'avez regretté. Je ne l'ai pas regretté, mais je l'ai payé cher. Ah oui? C'est pas pareil. C'est-à-dire? Ah bah, c'est-à-dire qu'on me l'a beaucoup reproché. Donc quand on a même. fait barrage derrière. Non, on n'a pas fait barrage, je ne suis pas parano non plus. Mais disons qu'il y a un certain nombre de gens pour qui Frédéric Mitterrand, le type incontrôlable, pour qui ça s'est avéré encore plus exact. Ce qui est faux en fait, parce que je suis quelqu'un de fiable. Mais voilà, j'étais un peu prisonnier de cette image. Vous avez connu, vous, des grosses périodes de doute, tout le temps. de dépression même? Oui, de tout le temps, oui. Comment on en guérit? En travaillant, en fait, mais j'ai pas le culte du travail, là, je parle que de ça depuis le début, mais en faisant des choses et en se disant que il y a 2 choses qui sont importantes. La première, c'est d'essayer d'analyser ce qui se passe pour avoir les problèmes en face de soi et pas les traîner derrière soi. Et c'est déjà mieux, on classe comme ça. Et la deuxième, pour se dire que la vie est un trampoline, que de toute façon, on rebondit toujours et que forcément, on en sortira. Mais sur le moment, on a du mal. On a du mal à se dire ça, parce que quelquefois, il y a des moments très, très sombres. Je pense très souvent à Dalida, par exemple, qui a traversé des périodes comme ça, est remontée, et puis à un moment a été emportée. Il y a des D'ailleurs, moments vous dites dans le livre que vous auriez dû l'aider, la soutenir à ce J'aurais moment-là. dû, oui, mais comme quand tous les gens se suicident, on fait partie... culpabilise. On culpabilise, on dit j'aurais dû, si j'avais su, j'ai bien senti à ce moment-là, mais on n'a pas assez senti. Après Léon Zitrone, vous, quel est celui qui prend le relais pour raconter comme Stéphane Bern. vous le faites bien? C'est Stéphane Stéphane Bern. Bern, avec beaucoup de talent et une très grande générosité, une très grande gentillesse que les gens sentent. La gentillesse de Stéphane Bern n'est pas fausse, elle est vraie. Et ça, je pense que les gens le sentent. Je vous présente 3 photos. Regardez ces 3 photos dans votre écran, là. Je voudrais qu'à partir de ces 3 photos, comme ça, en 1 minute, vous me racontiez la vie de cette personne. Alors cette personne, c'est l'enfant. C'est l'enfant qui est auprès de sa mère, attaché à sa mère profondément. Et sa mère est fière de cet enfant. Elle regarde l'objectif en le montrant vivement. Ensuite, cet enfant est avec son père et sa mère. Est-ce que c'est ton père? Est-ce que c'est peut-être pas un autre homme dans la vie de sa mère? On ne sait pas. Et il se tient un petit peu en retrait et la mère a l'air intimidée. L'enfant ne le voit pas. L'enfant les regarde tous les deux. On ne sait pas celui qu'il va choisir. Et enfin, l'enfant est seul avec sa mère. C'est comme ça que souvent ça se termine. Il ne faudrait pas que ça devienne non plus une relation trop intense qui ferait que l'enfant deviendrait l'homme de sa mère. Ça vous va comme ça? Pas mal. Et vous savez de qui il s'agit? Non. C'est quelqu'un de connu, c'est Michel Larocque. Ah, c'est formidable. C'est amusant. Ça s'est pas passé comme ça. Oui, Il y a toujours une part de mensonge dans la vérité. Mais c'est bien l'impro, ça vous plaît? J'adore ça. Ouais. C'est un exercice un peu grisant? Oui, c'est-à-dire que oui, c'est bien. Non, ce qui est grisant, c'est quand vous êtes en face d'un auditoire qui ne vous est pas du tout acquis, qui vous est quelquefois hostile, et qu'en ayant 90% de vérité et 10% d'habileté, vous arrivez à le conquérir. Ça, c'est assez excitant. Pas par orgueil, mais parce que vous avez des convictions que vous essayez de faire partager. Si c'est par orgueil, vous ratez. Si vous avez quelque chose vraiment à dire, ça passe. Est-ce que vous êtes menteur dans la vie? Non, très peu. Mais dans le monde politique, il faut l'être, non? Moi, j'ai rencontré des hommes politiques qui mentaient très très peu. Il faut être quelquefois habile ou rusé.
Il est possible que François Mitterrand ait été quelquefois menteur, c'est pas impossible. Mais ça, c'est la ruse, l'habileté. Mais je pense que tous ses adversaires ont toujours négligé le fait qu'il y avait un socle moral très très solide chez lui, qui datait de son enfance, et qui fait qu'il ne mentait pas sur l'essentiel. Ça m'a toujours frappé chez lui. Qu'est-ce que vous avez découvert de vous-même en politique? L'opiniâtreté. Mais j'étais déjà opiniâtre, mais je me suis rendu compte que j'étais vraiment capable de l'être. Parce qu'il y avait des moments qui étaient difficiles quand même. Une période grisante, sans doute, puisque après, vous l'expliquez, vous aviez quand même des moments de baby blues. Ah oui, oui, c'était très difficile après. Mais c'est dû à quoi? Parce que le pouvoir, qu'est-ce que ça apporte? L'influence. L'influence, quand même, vous le sentez. Donc un rapport de force, alors? Non, non, l'influence, c'est pas un rapport de force. L'influence, ça s'acquiert aussi par la confiance que les gens, que vous inspirez aux gens. Il peut y avoir les deux. Hein. Oui, mais moi, je suis pas du tout... Vous n'êtes pas dominateur? Non, ça sert à rien de commander. Si vous commandez, les gens vous disent oui, ils ne le font pas. Ce qu'il faut, c'est convaincre. C'est d'ailleurs pour ça qu'il faut essayer, quand on est ministre, de l'être longtemps. Parce que comme ça, on arrive à convaincre. Tant que vous commandez, les gens vous disent oui, et puis ils en font qu'à leur tête. Non, si vous arrivez à les convaincre, à ce moment-là, ils vous suivent. Vous en avez abusé, vous, du pouvoir? Non, pas du tout. Pas du tout, alors vraiment pas du tout. Et le baby blues, c'est pas parce que vous n'avez plus une voiture et que vous prenez le métro, c'est pas ça du tout. Le baby blues, c'est parce que vous voyez des choses qui se font et vous ne les auriez pas fait de la même manière et vous n'y avez plus accès. Vous voyez des gens que vous estimez qui sont rejetés et vous dites il ne faut pas faire ça, c'est pas bien, etc. etc. Vous affirmez d'ailleurs aussi ce passage au ministère, ça vous a bloqué après, derrière. Ça m'a pas mal bloqué, oui. Ouais. 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 L'avenir était fermé. Mais oui, l'avenir est fermé parce que les gens que vous allez voir, vous n'y pensez pas. Mais vous le lisez dans leur regard. Ils ne vous voient pas comme quelqu'un de normal, ils vous voient comme un ancien ministre. Et donc, ça devient compliqué. Alors que moi, je n'ai jamais joué ça. Mais je suis bien obligé de constater que c'est un fait, que la plupart des gens que je vais voir, à qui je demande quelque chose, car dans la vie, il faut toujours demander pour obtenir, eh bien, ils me regardent comme un ancien ministre. Et vous dites à la télévision, je suis hors des radars, il y a un problème d'âge certainement, Oui, mais le ministère a tout napalmé. Quand les gens de télé me voient arriver dans leur bureau, ils ne savent plus où me mettre. Voilà, ouais. Et l'on me prend souvent pour un charlot et j'en souffre. Mais oui, c'est vrai. C'est On a vrai. du mal à le croire. Mais pourtant, c'est la vérité. Avec le nom, l'expérience. Et oui, mais ça, c'est une chose extraordinaire. On croit toujours ça. Mais en fait, non, on est très seul et on se défend comme on peut. Et... Vous auriez préféré vous appeler Dupont? Ah non. non, parce que le fait de s'être appelé Mitterrand, c'était un énorme avantage et un désavantage. Un énorme avantage parce qu'on va plus vite, les gens s'intéressent, sont curieux, etc. Et un désavantage parce que si vous faites des bêtises, vous êtes puni beaucoup plus vite. Voilà. Et qu'on orthographie mal votre Il patronyme. manque tout le temps un R. C'est ça, ou un T. Et les gens de droite disent Mitterrand. Quand quelqu'un avait dit bonjour monsieur Mitterrand, même s'ils sont très aimables, je sais qu'ils n'aimaient pas beaucoup l'oncle. Alors il y a votre nom aussi qui a circulé pour reprendre le festival de Cannes. Vous étiez candidat, vous? Mais non, il n'a jamais été question. Mais ça aurait été bien. Il n'a jamais été question. Ah non, ça n'aurait pas été bien. Moi, j'ai pas du tout envie de faire le grand chambellan des stars de cinéma, non. Ah bon? Oui. Moi, je vous y voyais. Mais oui, peut-être, mais non. Moi, j'ai pas du tout envie. Moi, j'ai envie de faire des films plutôt que de monter les marches. Et même s'il faut monter les marches, je les montrerai. Mais ce qui est important, c'est le film. Vous dites souvent aussi que vous regrettez un peu le cabotinage, parce que c'est vrai que vous aimez bien Ça ça. m'amuse. Moi, je suis un petit animal de cirque. J'aime bien quand Ouais. la lumière s'allume. Et que parfois vous blessez. Mais pas beaucoup. Je blesse pas beaucoup. Et alors, vous écrivez pour vous excuser? Je m'excuse pas. Non. Je m'excuse pas. Je demande pas pardon. Mais vous écrivez. Vous dites quoi dans les lettres? Dans les lettres. Ouais. Ah oui. Bah, chaque fois. Vous vous excusez. Ah ben quand je fais quelque chose de mal, oui. Quand je fais de la peine à quelqu'un, oui. Et je fais attention d'ailleurs. Je fais des belles lettres parce que je mets du temps à les faire. Mais vous avez écrit ainsi à qui? J'ai écrit à Lionel Jospin, par exemple, envers qui je trouvais que j'avais été mal élevé. J'ai écrit à Nicolas Sarkozy, parce que je me suis moqué de lui dans une émission de télévision. Et je trouvais que c'était honteux de ma part de me moquer de quelqu'un qui m'avait fait l'honneur de me nommer ministre. J'ai écrit, pas plus tard que hier, j'ai écrit à un ancien ministre qui me reprochait quelque chose qu'il avait raison de me reprocher. Bon, mais j'écris aussi à des gens très très modestes. Hein. Mais parce que je pense que c'est très important d'écrire. Maintenant, les gens envoient des mails, ça n'a plus autant d'importance. Quand vous recevez une lettre,
Quand vous recevez une lettre de quelqu'un, qui est une lettre un peu pensée, avec à l'idée que la personne a pris du temps à poser un timbre, à apporter à la poste, vous sentez que s'il y a quelque chose de plus sincère. Vous lui avez écrit à Nicolas Sarkozy un mot de soutien depuis son élection? Non, je n'ai pas écrit un mot de soutien parce que dans la lettre d'excuses que j'ai envoyée, je lui ai dit que j'avais changé de camp, que j'étais rentré à la maison. Mais en revanche, je lui ai dit que je regrettais de l'avoir regardé très peu, hein, mais quand même, j'aurais pas dû le faire. Et je lui ai écrit encore tout récemment pour lui dire que j'avais trouvé son discours très émouvant et que voilà, et que j'avais, comme beaucoup de citoyens français, de l'estime pour lui. Ça vous a plu, cette couverture de François Fillon en Margaret Thatcher? Ouais, je trouve ça très drôle, écoutez. Je trouve Vous que le connaissez bien, lui. les gens de Libération sont très très doués quand même. Ce sont les seuls qui ont des idées comme celle-là. Hein. C'est un journal incroyablement inventif. Moi, je ne peux pas vivre sans Libération. Mais je vois que la question qui vous intéressait, c'était de savoir. Peut-être. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Vous avez raison. Vous avez raison. C'est l'actualité. Oui, mais bien sûr. Écoutez, moi, j'ai été ministre d'un gouvernement dirigé par François Fillon. Il a été pour moi un Premier ministre impeccable. Il a été bienveillant, attentif, fiable, compétent. Enfin, oui, mais ça vis-à-vis de vous. Bah oui, mais enfin bon, ouais, mais vous me demandez à moi. Vous me demandez à moi. Bah, ça après, c'est aussi un citoyen. Ça relève de la politique, on verra. Je ne sais pas encore. La seule chose que je pense qui est possible, c'est que l'irruption de François Fillon va faire perdre un certain nombre de points à l'extrême droite. Et s'il y a un point positif, il y en a certainement beaucoup d'autres, mais un premier point positif, c'est celui-là. Ça réserve. Et je n'ai pas de haine contre l'extrême droite non plus. Hein. Simplement, je dis que je ne souhaite pas que l'extrême droite soit présente au deuxième tour des élections présidentielles. Ça réserve à François Fillon sur l'adoption plénière, vous qui avez adopté 2 enfants. Je n'ai pas adopté, je les ai recueillis, ce qui n'est pas pareil. Mais bon, il a une justification. Pour les couples homosexuels, hein, bien sûr, oui, je précise. Hein. Je voudrais l'étudier, bon, je ne sais pas. J'ai pas vraiment de jugement. Vous ne craignez pas, vous, d'être un peu girouette, maintenant vous soutenez François Hollande? Mais je suis une girouette, c'est ça qui est terrible. Mais je suis comme beaucoup de Français. Hein, je suis comme beaucoup de Français, c'est ce que disait Edgar Faure, vous savez, c'est pas la girouette qui tourne, c'est le vent. C'est terrible, je sais, mais je pense que je suis comme beaucoup de gens. D'un côté, je ne peux pas supporter le Hollande machine, que je trouve nul, et dont je trouve qu'il abaisse les gens. Vous n'avez pas signé la pétition? Mais non, parce que je ne l'ai pas eu entre les mains. Mais je l'aurais vous l'auriez fait? Je l'aurais signé, oui. Et donc je trouve ça moche. Moche pour l'homme, moche pour la fonction, injuste, etc. Bon. Et par ailleurs, j'ai très bien connu, mais c'est un dilemme effrayant, j'ai très bien connu François Fillon et j'ai beaucoup d'estime pour lui. Alors voilà, j'attends pour l'instant. Ah, c'est le grand écart quand même. Bah oui, c'est le grand écart. Mais voilà. Donc vous espérez que François Hollande non, j'espère rien, j'attends pour l'instant. Ah, j'espère qu'il sera candidat. Ah oui, j'espère absolument qu'il sera candidat, parce que je pense que ce qui est souhaitable, c'est quand même celui qui, compte tenu des circonstances, et nous les connaissons, est le plus à même de rassembler, si possible, ce qui reste de la gauche. Et on a intérêt à avoir, aux élections présidentielles, un projet de droite conséquent et un projet de gauche conséquent. Ça, c'est vraiment de la politique pour des gens raisonnables, et non pas les cris des uns et des autres et les appels à la violence ou à la haine.